pour répondre à cette question, il faut revenir à l'origine du mouvement, au début du XXe siècle, qui est promu par à la fois des intellectuels africains, mais aussi et surtout, je dirais, par des afro-descendants, c'est-à-dire des élites de la diaspora africaine dans le monde, et particulièrement nord-américaine, européenne et caribéenne. C'est autour de ces acteurs que s'est développé le mouvement. Ils avaient à l'origine trois revendications ou trois motifs. Le premier, c'était la lutte contre le racisme et la discrimination dans les sociétés qui avaient accueilli cette diaspora. Le deuxième, c'était de préserver ce qu'on appelait à l'époque les nations noires libres, c'est-à-dire Haïti, le Libéria et l'Éthiopie. Et le troisième, c'était de travailler à une amélioration des conditions des populations noires dans les sociétés dominées par les colons et, si possible, les faire accéder à la gouvernance ou les associer à la gouvernance de ces colonies. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout en Afrique que va se développer disons la partie la plus intéressante du mouvement panafricaniste, autour d'une figure en particulier, Kwame Nkrumah, qui sera le futur président du Ghana. Et ce courant se développe autour de l'idée de la lutte contre l'impérialisme, pour l'indépendance des colonies. Et au sein de ce courant, on va avoir plusieurs tendances qui vont se discuter autour d'une notion, c'est-à-dire, une fois l'indépendance acquise, est-ce qu'on va tout de suite vers les États-Unis d'Afrique, ou est-ce que, dans un premier temps, on construit des pays et des nations fortes qui, par la suite, pourront se rassembler à l'intérieur d'organisations continentales et régionales. Dans la première tendance, on va avoir notamment des initiatives, celle de la Fédération du Mali par exemple. Pendant quelques mois, au tournant des années 50 et 60, on va avoir 4 pays, je le dis avec les noms actuels des pays, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Bénin, qui vont se coaliser en une seule entité politique, mais ça va pas résister au temps. Dans un deuxième temps, on va avoir cette Fédération du Mali qui va être composée simplement du Sénégal et du Mali, mais ça va pas résister. Et lors de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est le courant qui est pour bâtir des pays forts et souverains qui va l'emporter. Alors aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est dans une certaine mesure dans une troisième génération du panafricanisme. Et la différence avec les deux générations précédentes, c'est que les voix qui portent aujourd'hui le panafricanisme, il y a toujours des élites intellectuelles et politiques, mais c'est surtout relayé par des influenceurs et par les réseaux sociaux. La différence de cette troisième génération, c'est que le panafricanisme et le néo-souverainisme, on y reviendra tout à l'heure, sont devenus des mouvements populaires. Alors, que contiennent ces discours néo-panafricanistes? Alors, ils s'enracinent dans l'histoire des générations précédentes, et on va avoir des revendications classiques, c'est-à-dire obtenir une vraie souveraineté, puisque selon eux, la souveraineté qui a été accordée à l'indépendance n'était qu'une demi-souveraineté, et étant entendu que certaines puissances coloniales ou en général l'Occident étaient encore très présents et très influents dans certains pays, en particulier la France dans les pays francophones. L'autre idée, c'est de diversifier, donc de rompre avec les Occidentaux, ou tout du moins de diversifier au maximum ses relations pour s'éloigner au plus des Occidentaux, et de rompre aussi avec les relais locaux et régionaux des Occidentaux. C'est-à-dire, dans les discours néo-panafricanistes et souverains, il y a toute une classe politique de gens qui sont soi-disant des relais locaux qui est complètement disqualifié, qu'il faut mettre de côté. Et de la même manière, dans ces discours, on va disqualifier certaines organisations régionales comme la CEDEAO qui seraient, selon ces discours,
aux mains de relais de pouvoir européens. Enfin, il y a un troisième thème qui revient souvent dans ces discours, et c'est un thème, je dirais même central, c'est le thème autour des ressources et la manière dont ces ressources sont exploitées, peu transformées, c'est-à-dire qu'elles sont vendues à l'étranger sans transformation, et l'Afrique retient très peu de valeur ajoutée sur ces matières premières, qu'elles soient minérales, énergétiques ou végétales. Et c'est en dehors des territoires africains que se fait la plus-value dans les chaînes de valeur. Et ces pays africains sont par ailleurs importateurs des produits transformés. Donc c'est autour de cette question-là que se noue toute une dynamique politique. Enfin, au-delà des influenceurs au niveau national et plus largement, comme des gens comme Nathalie Yamb et Kémy Séba, il y a maintenant des dirigeants qui portent ces discours. Alors dans l'article, je m'attarde spécifiquement sur les juntes du Sahel central, mais on peut parler aussi d'un pays comme le Sénégal, où on a un parti, le PASTEF, qui est arrivé au pouvoir sur un agenda panafricaniste, et il est arrivé au pouvoir en gagnant les élections. Et donc c'est un discours qui est beaucoup porté maintenant par certaines élites politiques dans ces pays, parce que comme c'est un mouvement populaire, ça mobilise de manière assez efficace certains segments des opinions publiques africaines. Oui, d'ailleurs, il faut préciser que on a juxtaposé ces deux mots, alors qui, en théorie, recouvrent pas exactement les mêmes notions, mais souvent les acteurs qui les portent l'utilisent l'un pour l'autre, en disant voilà, c'est en étant souverainiste qu'on devient des panafricanistes, c'est-à-dire que l'Afrique s'émancipe. Le deuxième point, c'est comme je le disais juste avant, ce courant est un courant populaire qui mobilise certains segments de la population, et en particulier une jeunesse scolarisée et urbaine qu'on a vu descendre dans la rue au moment des putschs sahéliens pour soutenir les putschistes contre les présidents civils qui étaient renversés, parce que ces présidents civils, notamment au Niger ou au Mali, étaient réputés être des gens proches des Occidentaux. Mais on a vu aussi des gens fortement mobilisés au Sénégal ou dans d'autres pays autour de partis qui prônent ce panafricanisme ou ce souverainisme. Les juntes sahéliennes s'appuient beaucoup sur ces jeunes, et d'une certaine manière, c'est même leur planche de salut, parce que elles n'ont pas beaucoup de résultats ni économiques ni sécuritaires, en tout cas en comparaison des régimes civils qu'elles ont renversés. Et elles se servent de soi-disant complot international contre ces pays pour garder une certaine mobilisation dans ces classes de jeunesse urbaine scolarisée. Et je finirai par un dernier point, c'est que quand on regarde aujourd'hui les discours portés notamment par les influenceurs ou par certains chefs d'État, notamment ceux des juntes que je viens de citer, ils prennent un tour franchement caricatural, presque grotesque. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, les questions qui sont posées au sein de ces discours sont pertinentes. C'est-à-dire la question de la place de l'Afrique dans le monde à travers cette question de la non-transformation des matières premières est un problème central pour l'avenir de l'Afrique. Un autre problème qui est souvent mis en avant, c'est comment les Africains peuvent trouver une voie propre de démocratie. Et pas que la démocratie soit quelque chose de plus ou moins mimé de l'extérieur ou imposé de l'extérieur. Donc derrière la fantasmagorie et les outrances de ces discours, on retrouve des choses en réalité qui sont au cœur des transformations politiques et sociales du continent.